Καλησπέρα. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici lors du deuxième festival de philosophie de l'Institut français d'Athènes. Je suis Christina Rallanopoulou, je suis journaliste et nous sommes ici pour traiter d'un sujet intéressant et un peu étrange. Avant de commencer, je voudrais remercier, mis à part l'ambassadeur français, l'attaché culturel pour son amour des sujets ayant trait au sexe et passer directement à la discussion de ces sujets. Comment déconstruire la virilité? J'ai deux personnalités très intéressantes des lettres et des sciences à ma gauche. Mélanie Gourarier, anthropologue, chercheuse au CNRS et aussi autrice. Et à ma droite, Daisy Letourneur, autrice, activiste, membre du collectif Toutes des femmes. Et avant d'en venir au vif du sujet, je voudrais partager avec vous une pensée et une confession. Nous parlons du masculin et de ses métamorphoses. Ici en Grèce, depuis quelques années, il est plus question de genre que dans le passé. Et donc, des violences, des différentes formes de violence. Ce que je voudrais partager avec vous sont les battements de mon cœur chaque fois que je croise des groupes de jeunes hommes, de jeunes garçons, que je sois seule ou accompagnée de mon partenaire, car il y a quelque chose de menaçant dans ces groupes de jeunes hommes dans la rue, de jeunes hommes inconnus. Et je voudrais justement qu'on parle de la rencontre de ces masculinités et si il serait jamais possible de transformer ces masculinités en autre chose, ou bien si le masculin est quelque chose d'isolé, de seul. Ici, en Grèce, au moins. Et je voudrais donner la parole tout de suite à Mélanie pour lui poser la question quant à l'histoire du masculin et lui demander son avis quant à ce qu'on devra s'attendre à ces métamorphoses. Mélanie. Pour cette question. Alors, il y a deux choses très intéressantes que tu viens de dire. Il y a d'une part ce que te font les masculinités ou ce que font les masculinités dans l'espace public, qui est peut-être, je vais y revenir dans une deuxième partie de ma réponse, parce que c'est un point très important et à partir duquel, d'ailleurs, les masculinités ont été pensées dans les sciences humaines et sociales. Et l'autre point, c'est finalement quelle est l'histoire des masculinités et comment penser cette question des transformations, des métamorphoses des masculinités. Alors, je voudrais dire, pour commencer, que les masculinités, c'est une identité qui est une identité construite dans l'espace, mais aussi dans le temps. La question de la transformation des masculinités, en d'autres termes, ce n'est pas une question contemporaine. C'est quelque chose qu'on rencontre, cette transformation, à toutes les époques. La masculinité n'est pas une identité figée, c'est une construction sociale. Et à tous les moments historiques dans l'histoire, les masculinités ont changé. Donc ce n'est pas une vertu des masculinités contemporaines que de changer, même si c'est bien souvent comme ça qu'on les appréhende. Et pour en donner un exemple,
quand j'ai commencé moi-même à travailler sur les masculinités en France, donc vraiment dans un contexte français, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, on parlait énormément de quelque chose que vous avez peut-être entendu, cette expression que vous avez sans doute déjà dû l'entendre, c'est la crise de la masculinité. Ce qui sous-entendait l'idée que finalement, aujourd'hui, les masculinités, les hommes seraient en crise face, vous le voyez bien, à l'idée sous-jacente de ce terme-là, c'est les masculinités seraient en crise face à des revendications féministes. Donc ça inscrit cette question-là dans une forme de contemporanéité de la question de la transformation qui m'a paru problématique. Et moi, j'ai pris très au sérieux cette question de la crise, puisque aussi, comme je suis anthropologue, je travaillais avec des jeunes hommes qui eux-mêmes se disaient en crise et qui entendaient réaffirmer leur identité masculine et qui travaillaient à ça, ce qu'on appelle aujourd'hui des masculinistes, mais peut-être qu'on reviendra là-dessus. Et je me suis posé la question, très bien, donc s'ils se disent en crise, on doit pouvoir dater cette crise. Donc je me suis intéressée alors à des discours d'historiens, à des travaux d'historiens, pour essayer de dater cette crise de la masculinité. Et plus j'allais chercher dans l'histoire, c'est-à-dire que plus je travaillais avec des travaux d'historiens, je pense aux travaux de Georges Vigarello, qui est un spécialiste des masculinités en France, mais à d'autres travaux. Et dès lors que des personnes, des historiens travaillaient sur des archives, sur des sources, les discours de crise existaient. Et j'ai pu remonter jusqu'à Socrate, qui déjà trouvait, qui avait un discours sur une crainte de l'affaiblissement d'une forme de masculinité. Si bien que vous voyez que cette crainte, en fait, de la perte de la masculinité, d'un affaiblissement de la masculinité, elle est absolument permanente. Mais ça veut dire aussi que, déjà, on se demandait comment transformer cette masculinité. Alors, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser la parole à Daisy sur cette première dimension, mais vous voyez bien, en tout cas, quand on s'intéresse à la question des masculinités, il me semble très important de replacer les questionnements dans une histoire beaucoup plus profonde, pour se rendre compte que ce qu'on croit comme étant particulièrement contemporain, comme quelque chose qui est un trait de notre époque, ne l'est pas tant que ça, et qu'à tous les moments de l'histoire, on s'est inquiété en fait de la perte de la masculinité, de son affaiblissement. Autrement dit, pour aussi renforcer renforcer l'identité masculine qui serait donc menacée. Ouais. Moi, pour rebondir sur ce que dit Mélanie, et je vais aller complètement dans son sens parce que effectivement, ce discours de les hommes sont plus des vrais hommes, c'était mieux à la génération d'avant ou 2 générations d'avant, etc. Il est entre guillemets vieux comme le monde. Et c'est un discours que moi j'ai entendu en grandissant. Je suis une femme trans et j'ai grandi du coup comme un garçon en ayant le monde entier autour de moi qui s'attendait à ce que j'agisse comme un garçon. Et avec, je crois, j'avais pas mal internalisé moi justement ce discours de les hommes ont changé, ils sont en train de changer. On disait, je suis pas si jeune que ça, moi je suis pas né avant MeToo, je suis né dans les années 80. Et déjà à l'époque, en fait, on était dans des discours de on est post-68, on est après le féminisme, les papas sont des nouveaux papas, les enfants vont grandir avec une mentalité extrêmement différente de celle des générations d'avant, etc. Et moi, en tant que petit garçon, j'y croyais, quoi, et j'étais tout à fait pour l'égalité, pour le féminisme, etc. Et en fait, pour faire la version courte, en grandissant, à chaque étape de ma vie, j'ai quand même vu se renforcer des inégalités
qui arrivent, qui existent déjà à la maternelle, qui existent déjà à l'école primaire, mais qui vont se renforcer à l'adolescence, au moment où les garçons et les filles vont commencer à avoir des relations amoureuses, qui vont se renforcer à l'entrée dans la vie professionnelle, qui vont se renforcer encore plus au moment où on devient parent et où le partage du travail de papa et de maman est très inégalitaire. Et moi, en fait, c'est le moment où j'ai craqué, c'est quand je suis devenu un papa et que on m'a mis dans ce rôle de nouveau papa, c'était un papa transformé, etc. Moi, j'y étais à fond. Je changeais les couches, je faisais ma part du travail, peut-être au minimum 50%. Et en fait, je voyais bien qu'il y avait un truc un peu bizarre où tout ce que je faisais était applaudi, était encouragé. C'était dingue en fait de voir un homme faire tout ça, tandis que quand c'est une femme qui le fait, en fait c'est juste normal et personne va l'applaudir. Moi, il se trouve que c'est quelque chose qui me convenait pas, qui m'a mise très mal à l'aise, et ça a joué un grand rôle dans le fait que je transitionne, que je devienne une femme, et que aujourd'hui, quand je m'occupe de mon fils, personne ne m'applaudit. Et donc cette figure du père, du nouveau père qui s'occuperait davantage de ses enfants, par exemple, qui représente une des transformations soi-disant récentes de la masculinité, même si les nouveaux papins nous en parlent depuis les années 70. C'est pour moi, en tout cas, il y avait, je l'ai vécu de l'intérieur, et en fait, il y avait toujours une énorme inégalité. Il y avait tout, et dans les chiffres, si on regarde les études. Je vais parler des études françaises en tout cas, du temps de travail et du temps qui est consacré aux enfants. Aujourd'hui, l'égalité n'est pas du tout là entre les pères et les mères, et les nouveaux papas sont un objet de discours médiatique depuis les années 70, mais la transformation réelle des pratiques de qui change les couches, qui amène les enfants à l'école, etc., elle n'a pas changé. Είναι πολύ σπουδαία η κατάθεση. Votre témoignage, votre expérience est vraiment très remarquable, Daisy. Mais j'aimerais poser la question suivante. Pourquoi autant qu'on enlève, qu'on abolit les obstacles concernant le genre par la sphère privée et publique, on voit qu'il y a de plus en plus de résistance de la part du patriarcat, des résistances qui ont recours à des violences ou à une rhétorique qui qui essaye de rendre ces personnes qui ont réussi à assimiler ces métamorphoses du genre, qui réussissent à faire de ces personnes qu'elles soient invisibles. Pardon, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Est-ce que tu peux revenir sur la dernière Όσο περισσότερο προχωράμε σε αυτές τις συζητήσεις, plus on discute et plus il y a du progrès pour ce qui est du gender fluid, plus le patriarcat trouve des outils pour museler ses voix. Mais que fait-on avec l'aide de l'histoire et de par votre expérience aussi, les enregistrements que vous avez faits, avec quels outils nous allons lutter contre cette rhétorique ? Alors, c'est très important de lutter contre cette rhétorique, et je suis absolument d'accord avec la façon dont tu viens de décrire les choses, c'est-à-dire que plus on a des discours d'émancipation et d'égalité, et plus les résistances émergent. Mais c'est, je dirais, un mouvement permanent,
et qu'on ne pourra malheureusement pas abolir tant que le système politique, économique, affectif sera celui du patriarcat. C'est un système dans lequel on se trouve à une échelle globale, et c'est ce système-là qui détermine les identités de genre, et c'est un système qui existe depuis très longtemps. Et pour revenir sur la question historique, moi je suis une anthropologue qui travaille beaucoup avec l'histoire, parce qu'elle nous permet encore une fois, j'insiste peut-être lourdement, mais j'insiste quand même, sur le fait que il ne faut pas, à mon sens, voir dans la transformation sociale, voir trop rapidement dans la transformation sociale quelque chose qui serait de l'ordre de l'exceptionnalité, comme par exemple, on ne peut pas imaginer non plus qu'il y aurait une forme linéaire dans l'histoire. Daisy, tu viens de parler de la question des nouveaux pères. Et on s'imagine, on oppose souvent les pères d'avant avec les pères d'aujourd'hui. Mais plus les historiens travaillent et reprennent les sources, c'est-à-dire jusqu'à présent, on s'intéressait très peu en études historiques à la question de la paternité. Et on disait finalement, les pères avant, ils s'intéressaient pas aux enfants. Mais maintenant qu'on a des historiens et des historiennes qui reprennent les archives, on trouve des témoignages extrêmement importants d'affection des pères et de soins des pères. Et là encore, je pense, il faut intégrer la question aussi des classes sociales et des milieux qui diffèrent, et encore plus la question des cultures. Et finalement, si on se donne la peine d'aller chercher, on trouvera une expression affective, intime de la paternité à d'autres époques que celles qu'on imagine, et on trouvera dans notre époque des résistances extrêmement fortes à la prise en charge du travail parental par des hommes. Et on travaille par exemple énormément sur parmi les masculinistes, ceux qui sont les plus connus, ce sont les hommes qui défendent le droit des pères, comme si le droit des pères était menacé ou privé par les féministes. Mais ce dont on se rend compte quand on fait des enquêtes ou qu'on a des chiffres, c'est que finalement, en particulier on a beaucoup de chiffres lors des séparations, c'est que une part infime des hommes demande la garde des enfants, la garde partagée par exemple, à minima. Et du coup, cette façon d'opposer un père ancien avec un père nouveau, un homme ancien avec un homme nouveau, elle est une façon finalement d'imaginer une histoire qui serait évolutionniste, on va vers un mieux. Mais l'histoire est faite de ressacs, de résistance, de mouvements de réaction extrêmement fortes. Et il y a eu des moments, notamment avant le 19e siècle, où il y avait des figures d'hommes qu'on pourra imaginer ou qu'on pourrait appeler aujourd'hui de déconstruits. Oui, je pense que c'est super important ce que tu dis, que en fait il suffit pas à un niveau individuel espérer changer, se déconstruire et devenir un nouvel homme, un homme nouveau, parce que la façon en fait dont ça fonctionne les masculinités, c'est que il y a comme une pyramide, on va dire, et tous les mecs qui se battent pour être en haut. Et il y a différentes façons d'être un homme qui vont entrer en compétition, et ça peut être un homme super macho, super viril, qui va être violent, qui va être misogyne, etc. Ça, c'est une façon d'être un homme qui peut rapporter un certain capital dans certains milieux, dans certaines circonstances, dans certaines cultures. Mais par contre, si cette personne-là qui se comporte comme ça débarque ici ce soir, d'un coup, elle va plutôt être marginalisée. Il va être mal vu de se comporter comme ça, etc. Alors que par contre, un homme qui exprimerait sa masculinité, sa façon d'être d'une façon plus sensible, qui affirmerait être féministe, etc., va plutôt être valorisé dans des milieux qui sont les nôtres ici ce soir, dans des milieux qui sont peut-être, en tout cas en France, les milieux plus cultivés, etc. Mais
du coup, de fait, puisque cet homme il est valorisé pour ça, il se retrouve un peu en haut de la pyramide et donc il a une vraiment incitation à se comporter comme ça. Mais dans les faits, à la fin, la domination masculine, elle existe toujours. Et donc, comme tu disais. Il y a toujours eu en fait différentes façons d'être un homme, différentes façons de l'exprimer. À une époque, un homme, ça ne pleure pas. À une autre époque, pleurer et montrer ses émotions, ça peut être quelque chose de très masculin et de très viril. Tout ça, ça change. Ce qui ne change pas, c'est qu'à la fin, il y a un groupe qui domine l'autre et c'est toujours les mecs. Et ça va d'une culture à l'autre, etc. Ça ne change pas. Malgré les énormes différences qui peuvent exister entre la France, et la Grèce et n'importe quelle autre culture, c'est vraiment une constante. Du coup, le changement, je pense ce qu'il faut qu'on fasse passer comme message ce soir peut-être, c'est que le changement, il se fait pas à un niveau individuel, mais à un niveau de système et à un niveau collectif. Συμφωνούμε απόλυτα. Απλώς... Nous sommes tout à fait d'accord. Simplement, je crois qu'en Grèce, nous sommes en retard par rapport à tout cela. On discute encore des droits des trans. On est dans l'agenda. On introduit des questions difficiles qui ont trait au féminisme et à la violence des genres. Alors, ma question s'adresse à vous deux. Est-ce que vous pensez que la classe sociale joue un rôle? Deuxièmement, le fait aussi que dans les écoles grecques, la question de l'éducation sexuelle, c'est un tabou énorme. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'éducation sexuelle et tout le monde pense que l'éducation sexuelle est quelque chose qui se rapporte exclusivement au sexe et au rapport sexuel, alors que tout le monde sait que l'éducation sexuelle concerne le comportement humain. Je peux commencer par exemple pour dire que je suis pas tout à fait d'accord effectivement avec cette façon de dire que la Grèce est nécessairement en retard. Il y a certainement des choses qui se passent ici qui ne se passeraient pas en France, etc. Mais pour prendre l'exemple que vous preniez des droits des personnes trans, il y a eu une loi votée ici en 2017, je crois, pour accorder la possibilité de changer son sexe à état civil sur simple déclaration. Et nous, c'est une loi qu'on n'a pas en France. Ce serait chouette. Donc, pour dire que il y a aussi beaucoup de choses qui sont... je veux pas dire que, par exemple, la situation des personnes trans en Grèce, elle serait forcément, à cause de ça, meilleure que ce qu'elle est en France, parce que je ne connais pas bien la situation locale. Par contre, je pense que c'est pas linéaire et c'est pas simple. Et par exemple, en France, on a beaucoup moins de tabous sur les cours d'éducation sexuelle, mais... on a une loi qui dit qu'il doit y avoir 3 cours d'éducation sexuelle par an pour tous les enfants en classe. Et dans les faits, c'est pas vrai. Dans les faits, s'ils ont un cours par an, c'est déjà énorme et la plupart auront beaucoup moins. Et parce que derrière la loi, en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas les moyens et qu'il y a aussi des pressions à un niveau local, des peur par les profs de donner ces cours et de causer un scandale et d'avoir des problèmes, etc. Donc la situation, je pense, est pas forcément toute rose en France et toute noire en Grèce non plus. Après, ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut espérer, c'est peut-être que on apprenne les uns des autres. Des choses qui se passent bien ici, des choses qui se passent bien en France et qu'on essaye d'avancer. Je sais pas si tu veux ajouter. Non, je suis vraiment complètement d'accord avec ce que tu viens de décrire. Je suis pas du tout une spécialiste de la société grecque.
mais je travaille sur la France et je travaille sur justement les résistances au féminisme. Et ce qu'on montre aujourd'hui, c'est que la domination masculine ruse avec la transformation sociale et trouve une manière de s'infiltrer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que je pense que tu as bien décrit, c'est-à-dire il peut y avoir des politiques d'ouverture qui sont des lois qui peuvent paraître très progressistes, mais qui, soit dans leur application, sont absolument impossibles, ou qui, par ailleurs, vont, par exemple, médicaliser à outrance les parcours trans, par exemple, qui est une façon de traiter la question trans qui est particulièrement problématique. Il y a des pays d'Amérique latine où, je ne savais pas pour la Grèce, où sur simple déclaration, effectivement, on peut changer de sexe à l'état civil. Ces pays d'Amérique latine, comme la Bolivie, par exemple, sont pas réputés comme progressistes sur les questions de genre. Et pour autant, voilà, la façon dont la France, par exemple, traite les trajectoires trans à partir comme une question absolument médicale et psychologisée, très, 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 très lourdement, dit aussi quelque chose de la façon dont on perçoit ces questions-là, qui n'est pas forcément très avant-gardiste, pour le dire poliment. Voilà, peut-être pour réagir. Ouais, on peut dire aussi que moi, mon sentiment à titre personnel, c'est que en France, on a eu et on a encore en cours un mouvement féministe qui est fort, qui réunit énormément de monde dans les manifs, qui se fait entendre un peu dans les médias, beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a eu une explosion du marché du livre féministe dont j'ai un peu bénéficié aussi. Il y a beaucoup enfin maintenant, vous allez dans les librairies, il y a un petit coin de livres féministes dans toutes les librairies, etc. Donc il y a énormément de ces choses-là qui sont bien et positives, etc. Mais on a aussi un gros backlash, j'ai l'impression, qui se joue au niveau du gouvernement, avec notamment la nomination au ministère de l'Intérieur, un ministre qu'on va dire qui est très controversé et qui n'est pas vraiment l'ami des féministes. On a un gouvernement qui ne fait pas spécialement grand-chose pour les droits des femmes. On a aussi un droit à l'avortement qui n'est pas remis en cause dans la loi, limite au contraire, mais qui est remis en cause dans les faits parce que les pilules, les pilules du lendemain sont en rupture de stock partout en France et le gouvernement ne fait rien. Mais on s'éloigne peut-être un tout petit peu du sujet. Je crois que la discussion sur les avortements fait rage en Europe, ici aussi. Il y a eu quelques tentatives, alors que la question est résolue, de remettre donc cette question à l'ordre du jour, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, pour information, tous ceux qui souhaitent donc de ces retours en arrière, ils n'ont pas réussi, mais c'est un débat qui va et vient de manière sournoise et avec beaucoup de réactions. Pour passer maintenant aux questions du public, Mélanie, une dernière question. Est-ce qu'on aurait pu définir, si on devait définir la virilité aujourd'hui, la virilité aujourd'hui au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on dirait ? C'est une question très difficile à laquelle je réponds toujours par une pirouette parce que il me semble que de façon médiatique, on entend beaucoup ce terme de déconstruction, mais pour moi, il s'agit d'un espèce de voile sur la modernité où on se dit maintenant ça change, maintenant les choses vont aller mieux. Et malheureusement, mon message est peut-être
pas très optimiste, mais je crois que la masculinité, qui donc, est, comme je le disais, est en transformation permanente, trouve une manière toujours de s'adapter en fait au contexte de sa modernité. Et les traits qui composent la modernité, la masculinité aujourd'hui, pour paraître d'avant-garde, réformée, etc., sont, à mon sens, des nouvelles manières de réinscrire et de réinscrire la masculinité dans un certain ordre social sans le changer. Et je voudrais dire un élément important pour comprendre ça, c'est que on parle de masculinité ici en s'intéressant à la façon dont les masculinités s'opposeraient aux femmes, enfin où les hommes s'opposeraient aux femmes. Mais je crois que un des fonctionnements très importants de la masculinité, c'est comment est-ce que la masculinité est aussi un rapport entre hommes et hiérarchise les masculinités entre elles. Et pour comprendre l'efficacité de cette transformation de la masculinité, il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que les hiérarchies sociales se jouent évidemment entre hommes et femmes, mais aussi entre hommes. Et les masculinités sont constamment en train de se réformer parce que ce qui se joue, c'est un certain type de masculinité qui se remet en position de pouvoir. Et pour se remettre en position de pouvoir, il faut bien qu'elle domine un autre type de masculinité. Et quand on regarde le monde social, on voit bien qu'il y a des hommes qui sont aussi en position d'être dominés. Ouais, je ne sais pas si c'est très pertinent. Après, juste pour dire que effectivement, ça peut paraître pessimiste de dire ça, mais encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, voilà, je pense qu'on peut pas, on va pas changer le système en mettant en avant une nouvelle forme de masculinité, une nouvelle façon d'être un homme, parce que le système, c'est un peu un système darwinien ou comme un système capitaliste, c'est qu'en fait, quand il y a un nouveau truc qui arrive, s'il marche, eh ben, il se retrouve tout en haut, même si c'était contestataire au début, eh ben, ça finit par régner et ça finit par être par ne rien changer. Par contre, je pense qu'il y a des moyens de faire la révolution. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut être un peu plus radical que juste viser une nouvelle façon d'être un homme, une nouvelle façon d'être une femme aussi. Je pense qu'il faut penser à qu'est-ce qui fait que matériellement, économiquement, les hommes sont davantage récompensés dans la société. Ils ont globalement un accès plus facile aux sphères de pouvoir, une domination économique qui s'instaure. Et pour moi, la masculinité, elle est effectivement davantage changée, en fait, pas parce que à un niveau individuel, il y a des mecs qui vont essayer d'être plus gentils, de mettre du vernis à ongles ou que sais-je. Pour moi, ça va changer plus et ça a changé plus en France avec le droit à l'avortement, avec les lois sur la contraception, sur le divorce, etc. Et je pense que aussi construire des crèches, ça libère les femmes et ça transforme les hommes. Changer la façon dont sont distribuées les aides sociales, ça peut changer les choses. Et pour moi, le changement, il va plutôt venir de là. Je crois que tout le monde comprend ce que dit Daisy et ça a à voir avec les décisions politiques. Nous allons maintenant passer aux questions du public. Ναι. Κάποιος θα πρέπει να δώσει ένα μικρόφωνο. Το χτύπημα ακούστηκε πάντως.
Ευχαριστούμε πολύ για τις τοποθετήσεις. Merci beaucoup pour vos prises de parole et pardon de ne pas parler français. On a vu qu'il y a une exacerbation des mouvements féministes en France, en Grèce et en Union européenne et au-delà, dans les pays d'Iran, du Yémen, etc. Moi, ce qui me préoccupe, ce sont les hommes eux-mêmes, alors qu'ils s'asphyxient dans leur virilité, alors qu'ils ont comme adversaire l'autre, qui est soit la femme ou bien la communauté LGBT. Les hommes ne voient pas les mouvements respectifs des hommes, comme par exemple la garde partagée des enfants, c'est-à-dire la revendication de la continuité des hommes eux-mêmes, comme la personne qui pourrait avoir une possession sur l'enfant. Et j'aimerais avoir votre point de vue. Pourquoi les hommes, alors que ces hommes, au niveau personnel, ils ne veulent pas jouer ce rôle de conflit pour la virilité, on ne voit pas de tels mouvements, ou bien est-ce que ces mouvements ont historiquement existé et je l'ignore? Alors peut-être sur la question des mouvements que vous évoquez sur les groupes de pairs, alors ils existent malheureusement et ça, encore je vais revenir avec l'histoire. C'est ce qu'on appelle, donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est les groupes de défense des droits des pairs qui peuvent apparaître comme une cause sympathique a priori, mais en fait, il existe pas mal d'enquêtes maintenant et de livres là-dessus, sont des mouvements réactionnaires, antiféministes et masculinistes. Autrement dit, qu'ils s'allient, qu'ils font une alliance pour contrer ce qu'ils appelleraient une hégémonie féministe actuelle. La plupart du temps, quand les hommes se regroupent entre eux, c'est pour se défendre et pour renforcer la solidarité masculine. Il a pu y avoir des hommes dans les années 70 qui se regroupaient entre eux en se disant pro-féministes, etc. Mais ces groupes-là, en fait, sont devenus très rapidement des mouvements en fait masculinistes qui défendaient une identité masculine en détresse. Hein. C'est un peu ce que je disais au départ de mon intervention. Je crois qu'il y a un échec systématique, malheureusement, qu'on constate a posteriori de la réunion des hommes entre eux. Et peut-être pour dire un mot sur la réunion des hommes entre eux, la réunion des hommes entre eux existe déjà, elle est omniprésente, elle est au Parlement, elle est partout, sauf qu'on ne l'identifie pas comme un espace de la solidarité masculine. Ouais, moi je voudrais ajouter à ça deux trucs. Le premier, c'est qu'effectivement la réunion des hommes entre eux, moi je fais souvent une analogie si on imagine que si on se dit que le patriarcat c'est un système dans lequel les hommes exploitent les femmes, exploitent leur travail domestique, exploitent leur travail de reproduction, etc. Les hommes c'est les patrons et les femmes c'est les prolétaires. Une réunion de femmes entre elles, c'est un syndicat, c'est une force révolutionnaire, etc. Une réunion des hommes entre eux, c'est une réunion de patrons. Et qu'est-ce qu'ils vont faire entre eux? Ils vont travailler pour forcément venir attaquer les droits des personnes qu'ils exploitent, ou en tout cas renforcer leurs droits à eux. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est que effectivement, on a un ensemble de mouvements au niveau international, parce qu'ils se regroupent pas mal par Internet, de différents mouvements masculinistes. On peut parler des incels, on peut parler des pick-up artistes, on peut parler de tout un tas de mouvements. Et ils ont généralement un ensemble d'arguments pour dire que les femmes aujourd'hui seraient largement privilégiées par rapport aux hommes, que les hommes sont plus souvent SDF, les hommes ont un plus fort taux de suicide que les femmes, les hommes sont davantage victimes par exemple, davantage touchés par l'alcoolisme, ils meurent plus tôt, ils ont une espérance de vie moindre, etc. Et ça, malheureusement, ce sont des arguments qu'ils utilisent uniquement pour
le défendre le statu quo. En fait, ils disent pas que la situation les dérange, ils disent plus arrêtez de demander des droits à les femmes parce que nous, on souffre vachement. Mais j'ai jamais vu aucun de ces mouvements-là organiser une soupe populaire pour les hommes SDF. Je les ai jamais vus essayer de les sortir de la rue. Je les ai jamais vus essayer de faire en fait quoi que ce soit contre tous ces maux dont les hommes souffrent. Je les vois juste vouloir les utiliser comme argument contre les féministes. Donc en fait, je crois qu'il existe des gens qui se battent pour les SDF. Il existe des gens qui se battent contre la précarité, etc. Il existe des gens en fait qui se battent pour ces hommes, mais ils le font pas au nom des hommes. Ils le font dans un combat un combat contre les inégalités, un combat contre le capitalisme, un combat contre le racisme, etc. Tous ces combats-là, en fait, ce sont des combats qui vont défendre des hommes, mais il n'y a pas forcément besoin d'un syndicat des hommes qui se mettrait ensemble pour défendre spécialement et uniquement les hommes. Άλλη ερώτηση. Une autre question? Όχι. Pas de questions. J'aimerais à ce stade vous remercier pour vous deux, pour cette discussion très intéressante et j'espère quand nous nous reverrons que nous aurons fait beaucoup de pas en avant. Merci beaucoup à vous deux et bonne soirée.